Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Anomalie aérienne non conventionnelle ufologie dynamique. Alors aujourd'hui on passe à la section communication en ufologie et on va voir les travaux dans la presse. Alors les travaux que moi j'ai fait sur la presse locale avec l'association ufologie dynamique. Donc j'étais le porte-parole au niveau des médias et vous allez voir la manière en fait en matière de communication, comment on appréhende le sujet avec le journaliste et comment on arrive à ressortir tout simplement de très bons articles qui sortent du sensationnel, du dogmatique, du folklore, etc. Comment en fait on apporte en fait des éléments de réponse qui sortent en fait des phénomènes de la croyance. Et on apporte quelque chose en fait de très rationnel en fin de compte, et vous allez voir dans la manière en fait les différents journalistes en fait traitent le sujet en changeant justement votre forme langagière, la manière dont vous communiquez sur la question. Donc au départ, on va s'intéresser à un article sur Ufomania, donc d'ailleurs j'ai été correspondant. Donc là c'était un article qui était consacré à ufologie dynamique, qui en fait proposait justement une autre façon d'entreprendre l'ufologie. Alors on va regarder ça tout de suite. Alors vous allez voir l'article, comment déjà il est tourné, et puis vous avez même d'ailleurs deux autres articles qui ici, mais on va en voir d'autres, deux autres articles, enfin un gros article qui avait eu lieu sur le Havre Presse, et c'est un article qui correspondait, excusez-moi, à un repas ufologique avec la présence du pilote, l'ancien pilote Air France, Jean-Charles Duboc. Donc on va regarder tout de suite. Alors vous allez voir la méthodologie employée, c'est la méthodologie en fait qu'on a renvoyée à Ufomania pour en fait quelque part donner, si vous voulez, une sorte de modèle de communication. Le modèle de communication qui n'est pas rodé la plupart du temps dans le milieu ufologique, ou actuellement aujourd'hui, depuis l'ère de l'internet, depuis la web ufologie, ce qu'on appelle la web ufologie, c'est-à-dire l'ufologie faite uniquement sur internet, qui en fait ne transite que par internet et qui n'est fait que pour l'internet, puisqu'il y a en fait il n'y a pas véritablement de très bons modes de communication. Si on fait un tour sur les sites internet, alors il y en a des sérieux, mais il y en a très peu. Il y en a très peu en fait qui ont une approche agnostique, pragmatique et rationnelle. La plupart du temps, ça va partir un moment ou un moment ou un autre vers le folklore, vers le sensationnel, ou certaines chaînes YouTube vont être complètement américano-centrées, qui vont en fait se polluer elles-mêmes d'informations américaines, et qui en fait partent dans tous les sens. Donc la problématique de ça, c'est que en fait vous renvoyez en fait une image qui est complètement parasitée, si vous voulez, parasitée par différents canaux qui sont permissifs en fait pour une bonne communication. Un bon langage, et de façon à pouvoir appréhender déjà au niveau des médias en fait une bonne attitude, enfin se présenter une bonne attitude, et en même temps avoir une communication la plus simple possible pour le citoyen, sans rentrer dans une forme élitiste, dans une forme trop technique, et dans une forme qui peut paraître folklorique, et donc qui fera fuir un citoyen qui est tout à fait rationnel. Il fuira parce que de toute façon il verra en fait que vous n'êtes pas sérieux, ou alors il ne comprendra pas parce que vous avez une approche trop élitiste. Donc il faut en fait doser, si vous voulez, avec par exemple le journaliste, il faut doser les deux. Donc vous allez voir un peu la méthode entreprise, donc qu'on avait présenté justement pour le magazine Ufomania. C'était le magazine numéro 53. Donc voilà, mode d'emploi. Donc le groupe Ufologie Dynamique adopte donc une attitude nouvelle auprès des médias locaux. Alors c'est une nouvelle méthode qui s'était jamais fait en ufologie. Sous l'impulsion donc de moi-même, correspondant pour la région normande. Il suffit d'appliquer à la lettre la méthodologie d'une communication sans faille et désormais bien rodée. Alors c'est vrai que notre communication, et ça je veux pas en orgueillir, de la part en fait de ceux qui étaient avec moi, on avait tous une communication qui était exactement la même. En fait, c'est comme un blog, si vous voulez. Souvent, au sein des associations ufologiques, au sein des sites, au sein des forums, tout le monde a une vision totalement différente. Il y a personne, en fait, personne n'arrive à s'accorder sur quoi que ce soit.
Sauf qu'en matière de communication, même si en matière personnelle, du point de vue de l'ufologie elle-même, on avait des perceptions différentes, il n'empêche que dans la manière de communiquer, c'était la même chose. On communiquait de la même manière. D'ailleurs, c'est ce qui arrive d'ailleurs avec la chaîne YouTube, où je me rends compte même sur mon Discord qu'il y a quelques personnes qui ont exactement la même communication que moi et qui s'y retrouvent, en fait. Bah, c'était exactement, dans l'association, c'était exactement pareil. C'est-à-dire qu'on avait une communication bien rodée et sans faille surtout, sans vraiment partir. Aucun virage, c'était vraiment très cadré. Je l'avais dit, c'était presque militaire la manière dont on communiquait. Et vous allez voir. Donc, afin de bien communiquer en ufologie, mais aussi dans d'autres domaines, il convient de sensibiliser à la fois le grand public et les médias en adoptant la meilleure approche possible pour parvenir à ses fins. Ainsi, il faut présenter un discours qui soit en dehors de tout aspect sensationnaliste et autres débats passionnés. Parce que c'est vrai que l'ufologie, c'est de la passion. On le voit à travers, au travers des sites internet, des forums, des réseaux sociaux, etc. C'est vrai que c'est quand même assez la folie. Donc, un discours qui soit en dehors de tout aspect sensationnaliste et autres débats passionnés, donc qui peuvent induire l'interlocuteur en erreur. Effectivement, vous induisez en fait le journaliste en erreur et vous induisez aussi le citoyen. Donc si c'est trop sensationnel et trop passionné, vous allez transformer votre langage en une forme un peu élitiste. Vous êtes passionné, ça c'est normal, mais comme vous ne mesurez pas votre ton, bah, automatiquement vous induisez en fait ceux qui sont en face en erreur. Donc, il faut présenter des réponses toutes faites et personnelles. Il faut présenter des réponses toutes faites, et oui, toutes faites, et personnelles sur telle ou telle hypothèse. En effet, en ufologie, aucune réponse n'est encore scientifiquement prouvée concernant notamment l'origine du phénomène. Le but est donc de rester extrêmement prudent sur la question. L'interlocuteur doit se poser autant de questions que vous sur le sujet, afin de susciter la curiosité tout en insérant dans votre analyse des éléments officiels. La droite ligne du GEPAN est un bon exemple de pragmatisme. Ben oui, parce qu'on peut critiquer le GEPAN, etc. On peut critiquer, je sais pas, la manière dont on reçoit la gendarmerie ou quoi que ce soit. Mais il faut toujours passer par l'officiel. C'est ce que je disais dans ma manière de communiquer. Si vous voulez véritablement qu'il y ait une prise en compte sérieuse, par exemple, de l'ufologie et ce qui se passe aux États-Unis, il faut que la NASA prennent en compte ces choses. Il faut que la NASA c'est un organisme qui est connu, c'est un organisme scientifique, c'est un organisme qui fait décoller des fusées, qui fait de la recherche, etc. À partir du moment que vous mettez l'officiel qui lui officialise le fait, il ne vous arrive à rien du tout, parce que vous passez uniquement par les canaux officiels. Si la NASA, prochainement, valide son rapport en disant oui, effectivement, ça nécessite une étude scientifique, bah, parlez de la NASA, communiquez avec l'ensemble des données de la NASA. Et ne communiquez pas avec votre passion personnelle, même si vous en avez, c'est louable, même si ou vos croyances ou le fait que vous avez lu sur internet 50 trucs complètement délirants. Il faut absolument passer par l'officiel et là vous serez crédible. Donc la droite ligne donc du GEPAN est un bon exemple de pragmatisme, surtout dans sa période récente. Ça c'est vrai, c'était la bonne période en plus à l'époque de communication. Adopter une démarche citoyenne est la meilleure méthode dans un discours avec les médias pour qu'ils se sentent redevables en quelque sorte vis-à-vis du public. Ben oui, c'est ce qu'on appelle la démarche citoyenne. C'est une démarche qui va vers le citoyen. Et donc, le média se sent redevable du public, c'est normal, puisqu'il informe et dans l'information qu'il diffuse. Il est nécessaire de démontrer l'intérêt du public à étudier le sujet OVNI, autant que de valoriser le travail journalistique. C'est-à-dire, il faut valoriser le journaliste et valoriser le travail journalistique, le faire valoriser dans votre langage, c'est-à-dire valoriser votre article. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Et vous allez voir, dans la manière dont ils appréhendent la chose, c'est tout à fait sérieux. Il n'y a rien qui est pris sous l'angle du folklore. C'est d'ailleurs, ça avait été cité en exemple. Donc, le public, les médias et surtout le milieu ufologique. Donc, quelques exemples de questions-réponses. Alors, que ça plaise ou ça plaise pas, moi, c'est pas mon problème à certains. Vous allez voir, c'est très direct. La vie extraterrestre, c'est une éventualité, mais n'oublions pas que ce sont les scientifiques qui s'en occupent. Face à un journaliste, voilà comment il faut répondre. Parce que si vous commencez à dire oui mais les ovnis c'est extraterrestre, ils vont atterrir, ou il y a eu un crash d'ovnis, si vous parlez d'un crash d'ovnis, vous serez pas pris au sérieux.
le journaliste va vous erroner ou il va vous faire un article un peu à la manière de E.T. téléphone maison. Donc, ok, il y a une vie peut-être extraterrestre, probablement même, de toute façon, mais ce sont les scientifiques qui s'en occupent. C'est sûrement pas l'ufologue d'ailleurs. Les ovnis, il s'agit d'un résiduel de cas très minime. Bah oui, c'est un cas résiduel sur l'ensemble des cas. Donc la plupart des cas, c'est souvent quelques pourcentages, de l'ordre de quelques pourcentages. On parle d'ovnis quand des éléments nous prouvent que nous avons véritablement affaire à un phénomène bien réel. Une fois toutes les possibilités d'explication écartées, quand les faits rapportés sont scientifiquement prouvés, voilà. Donc, les pans, il y en a beaucoup, et bien souvent, ce sont des météorites, des artefacts divers, des méprises, des méprises en fait, ou de simples erreurs d'interprétation. Par contre, les pans de catégorie D, donc par exemple ceux du GEPAN, constituent une énigme, cas irrésolu, dont certains ont des indices de haute étrangeté. Roswell, si on vous parle de Roswell, souvent les journalistes vous parlent de Roswell. Moi j'ai eu des journalistes, j'ai eu pas mal de journalistes dans ma vie que j'ai rencontrés pour faire des articles. Et Roswell, je n'ai pas été aux USA pour enquêter, tout simplement. Moi, voilà, alors j'ai des livres sur Roswell, j'ai de la documentation américaine sur Roswell, etc. Mais néanmoins, je n'ai pas été aux USA pour enquêter. Donc je n'ai pas en parlé dans ma manière de communiquer. Les contacter ou les adulter. Je ne suis pas psychiatre. Je m'appelle pas John Mack. Je suis désolé. Je laisse ça plutôt à ceux qui sont spécialistes de l'hypnose, à ceux qui sont des médecins. Je parle bien de médecins. Aux professionnels, voilà. S'il y a des problèmes de la santé, si c'est relatif à des problèmes de santé mentale, c'est eux qui s'en occupent. Si c'est un phénomène connexe à l'ufologie qui est réel ou absolument réel, il faut aussi que d'autres, des spécialistes de la conscience, de l'inconscience, se préoccupent de ça. Mais moi, je suis pas médecin, donc je renvoie ça vers des spécialistes de la question. Les croyants. Toute personne a tout à fait le droit de croire, mais le but de démarche est de sortir d'un débat de croyants-non-croyants. Voilà, en fait, la méthodologie, c'est-à-dire que le but n'est plus de dire oui, mais ça, j'y crois parce que y a ça. Et le but aussi, c'est de dire, de ne pas dire surtout non, je n'y crois pas, j'y crois pas, tout ce que tu dis c'est faux, ton phénomène c'est un phénomène sociologique, c'est un phénomène purement langagier, c'est une construction virtuelle, qui s'est faite avec la pop culture, etc. Et puis l'autre va dire non, nous on est au milieu. Voilà, c'est-à-dire que le croyant dans votre manière de communiquer, vous le mettez de côté, qui brandit son livre d'ufologie là comme une bible, et puis le non-croyant qui est complètement obstiné, vous mettez de côté aussi parce que de toute façon lui n'acceptera pas le débat, à moins que ce soit un sceptique bienveillant, parce que ça existe des sceptiques bienveillants, c'est-à-dire qu'ils sont sceptiques mais qui quand même s'ouvrent en disant oui, ok, il faut quand même s'y intéresser, même si je ne pense pas que ça existe, je m'y intéresse quand même. Donc, nous, nous on était au milieu, donc dans votre manière de communiquer, il faut vous placer au milieu, c'est-à-dire croyant, non croyant, tac, vous écartez. Donc, comme le pense Yves Sillard, donc l'ancien directeur général armement, ancien responsable du comité de pilotage du GEPAN, il faut sortir l'ufologie de tous ces scories, mettant en danger le fondement objectif de cette étude. La méthode de communication s'applique dans cette démarche. Il serait peut-être temps d'en finir avec l'étiquette paranormale, parapsychologique ou autre et revenir à quelque chose de plus concret en quittant un débat longtemps resté obsolète. Voilà, alors important, il y avait une petite case, encore une fois insistant sur le devoir de l'ufologie privée de faire parler du sujet de manière objective et sérieuse partout dans les médias en adoptant cette façon de faire. C'est à coup sûr l'occasion de recueillir de nouveaux témoignages. Ben oui, je le dis souvent, si vous faites de très bons articles, si vous communiquez bien sur vos forums, sur vos réseaux sociaux, vous allez attirer des témoins. Il y a des gens qui vont se sentir rassurés. Vous n'allez pas les faire fuir parce que vous n'avez pas de discours élitiste. Je vous rassure, si vous n'avez pas de discours élitiste, vous n'allez pas les faire fuir. Et si vous n'avez pas un discours croyant, folklore, sensationnel, skinwalker ranch et 15 crash d'ovni, les témoins ils vont pas. Si vous n'avez pas ce genre de langage, ils viendront à vous.
obligatoirement, ils se sentiront rassurés, ils se sentiront écoutés. Ils vont pas arriver avec des personnes qui ont des vérités toutes faites, comme il arrive souvent dans la web ufologie, sur les réseaux sociaux, sur les forums, sur le Discord, je le vois là. Ils arrivent avec des vérités toutes faites. Non, mais moi je sais. Non, vous ne savez pas. Vous ne savez pas parce que déjà, pour savoir, il faut déjà apprendre à communiquer. Donc, en fait, c'est ça le problème. C'est la manière d'appréhender les choses, d'appréhender en fait tout simplement les données et la manière de les transmettre. Donc, forcément, si vous écrivez des pavés comme ça à quelqu'un, il va fuir. Il va fuir obligatoirement. Et en plus, si c'est une personne qui s'intéresse bêtement à l'ufologie, c'est-à-dire qu'il vient d'à peine s'y intéresser parce qu'il a entendu à la radio qu'il y avait des choses, parce qu'il a entendu dans les médias aux États-Unis qu'il s'est passé ça. Si vous leur mettez des placards comme ça, hyper techniques, mais les gens vont fuir, ils vont rien comprendre. Vous les mettez en fait dans un couloir de distorsion où en fait ils vont partir à droite et à gauche. Et en fait, vous n'avez rien apporté, vous n'avez rien construit en fait. Vous n'avez rien construire. Et donc malheureusement, la communication va s'arrêter là. Donc c'est pour ça que souvent mon métier, mon métier, c'est-à-dire entre guillemets dans le domaine de l'ufologie, si peu on soit peu, c'est un métier. Donc c'est mon dada, c'était de communiquer. C'était la manière de communiquer, c'est-à-dire comme je me suis intéressé à l'ufologie pendant 30 ou 40 ans, presque 40 ans maintenant. Je me suis dit, il y a un problème. Si ça n'avance pas, c'est que c'est aussi dû à ceux qui écrivent sur l'ufologie, à ceux peut-être qui enquêtent, à ceux qui écrivent des livres. Bah oui, aux associations. C'est peut-être pas dû qu'aux scientifiques, c'est pas dû qu'aux sociologues. Donc il faut aussi renvoyer la balle aussi à une partie de l'ufologie. Et puis la web ufologie, elle est pas en reste. Allez sur Internet. Quand je vais sur Internet, tapez le mot ovni, vous allez être effrayé. Je veux dire, si vous regardez cette vidéo et vous débutez en ufologie, faites très attention. Mettez des garde-fous, parce que là vous allez partir véritablement dans tous les sens. Donc voilà la manière. Alors forcément c'est une manière qui n'intéressera pas les gens de l'internet, du moins ceux qui s'intéressent aux ovnis, aux phénomènes aériens non conventionnels sur internet, qui sont passionnés. Ce type de langage ne va pas les intéresser parce que ce type de langage pour eux c'est ennuyeux. Voilà, il manque de sensationnel, il manque la soucoupe volante, il manque le projet de divulgation, il manque les petits gris, il manque les théories complotistes, il manque les récupérations d'ovnis, il manque tout ça. Tout ça, ça ne va pas intéresser une partie des gens. C'est pour ça que je me dis souvent dans ma chaîne YouTube qu'elle ne grandira jamais. Parce que même si vous aurez un auditoire de qualité, mais pas de quantité, c'est ce que je dis souvent, c'est autant miser sur la qualité que sur la quantité. Donc c'est ce que je dis souvent sur ma chaîne YouTube, même dans mes récents messages en communauté, je dis souvent, je préfère avoir 150 personnes et d'avoir au moins une bonne cinquantaine de personnes qui sont assez actifs, mais qui ont un esprit éclairé, bienveillant, vif, mais qui sont très pragmatiques dans leur approche et très agnostique et qui font extrêmement attention à l'information, que 10 000 personnes qui vont arriver, oui on nous cache ça, oui il y a des ovnis qui sont crachés là, oui il y a ça qui est là, oui le Skinwalker Ranch, il y a des fantômes, des ovnis qui se mélangent, oui il y a des petits gris dans une base extraterrestre, dans une base américaine avec des martiens. Enfin je veux dire voilà. Je préfère réduire en fait. C'est pas une manière élitiste de faire ça. C'est une manière de façon à discriminer le maximum de parasites. C'est ce que je disais l'autre jour dans l'aspect du détecteur de métaux, qui va en fait discriminer la mauvaise ferraille et pour détecter en fait tout simplement les objets de valeur. Donc c'est exactement pareil. Donc on va continuer en adoptant cette façon de faire. Ça à coup sûr l'occasion de recueillir donc de nouveaux témoignages. Donc vous allez intéresser le témoin, d'intéresser le public, donc le public va s'intéresser obligatoirement. Vous avez un discours neutre, donc dans la neutralité, vous ne prenez ni part pour les non-croyants ni pour les croyants. Voilà, mais également de susciter des vocations d'enquêteurs. Ben oui, vous allez susciter des vocations d'enquêteurs. Vous allez susciter des gens qui s'intéressent déjà peut-être au domaine, mais qui n'ont pas encore appris la manière dont s'y intéresser. Donc vous allez en fait peut-être
peut-être créer, intéresser des gens par ce langage, intéresser des gens, et puis les gens vont peut-être se passionner pour la chose, et puis ils vont devenir enquêteurs, et puis en ayant en fait le bon cadre dans le cadre de la communication auprès du public et des médias, ils vont pouvoir avancer, et en plus grâce à ce langage ils vont pouvoir recueillir des témoignages. Donc, comme il disait à la fin, à ne pas négliger. Donc, c'est clair. Voilà donc pour cet article, donc qui est déjà la base en fait d'entreprendre en fait une forme de nouvelle ufologie, enfin, dans sa manière de communiquer. Voilà. Donc, on va passer maintenant à des articles. Des articles de presse. Donc, voici par exemple un article de presse que je vous fais voir. Donc, alors, c'est un article que j'avais fait sur un journal local. Voici par exemple juste, j'ai pas donné l'article entièrement, mais regardez la manière dont c'est traité. Les questions déjà sont bonnes. Les questions sont très bonnes. Vous allez voir, la plupart des articles, les questions sont très bonnes. Donc, là, il nous posait une question, c'était sur l'autre page. Nous leur conseillons, donc pour les témoins, nous leur conseillons de témoigner en vue d'une démarche citoyenne. Donc, je parle déjà de démarche citoyenne. C'est ce que je dis aux journalistes. Donc, le journaliste reprend ça dans son article. Je parle de démarche citoyenne. Aller vers le citoyen. Je parle pas vers celui qui croit qu'il y a des tigris dans une base militaire. Je parle vers le citoyen, c'est-à-dire le citoyen lambda. Je ne parle pas non plus du passionné de la web ufologie. Je parle du citoyen qui doit lire cet article et doit peut-être s'y intéresser. Ou peut-être c'est un témoin qui va peut-être se manifester grâce à cet article. Donc les enquêteurs remplissent avec ces personnes un rapport d'observation, point de départ de l'investigation. Le but est de procéder à une vérification d'usage, d'éliminer tous les artefacts que l'on connaît. Y a-t-il des aéroports à proximité? Y a-t-il eu une expérience ou un phénomène météorologique sur la période d'observation? Et regardez ce qu'a écrit le journaliste dans l'article. Éviter les erreurs du passé. Ce groupe d'enquêteurs privés indépendants respecte l'éthique et une déontologie, cela dans le but d'éviter les erreurs et excès du passé qui ont placé ce phénomène du côté de l'irrationnel. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça, c'est le journaliste. Les trois compères souhaitent changer l'image et créer une ufologie dynamique et sensibiliser une nouvelle génération de chercheurs. Et c'est ça, quand je disais ufologie dynamique, c'est aussi la dynamique jeunesse et ufologie. C'est créer cette nouvelle génération de chercheurs qui a trop été parasitée par une certaine caste d'ufologues, par certains groupements associatifs qui sont partis des fois dans des langages en fait qui étaient totalement incompréhensibles pour le citoyen et souvent pris en fait à la légère par les médias. Donc il faut vraiment voilà dont en fait le journaliste renvoie en fait tout simplement ce que moi j'ai envoyé comme signaux en fait, comme signaux. Et donc le journaliste a transformé ces signaux dans la manière dont il perçoit le langage que j'ai envoyé. Donc du coup il a transformé ça et quand il a écrit son article, il va dire ces gens-là ils veulent changer l'image. Ce groupe d'enquêteurs privés indépendants respecte une éthique et une déontologie. Voilà, c'est voilà. Et quand on lit ça, et quand les gens lisent ça, moi je me souviens, quand les différents articles sont parus, j'avais des tonnes de témoignages. Parce que les gens se sentaient rassurés. Et les ovnis dans tout ça, existent-ils vraiment? Le terme ovni est tronqué scientifiquement, on ne sait pas s'il s'agit d'un objet. Vous avez vu le langage? On reste à l'état de phénomènes, des phénomènes aérospatiaux non identifiés qui, eux, existent bel et bien. Donc là, je reprends la terminologie du GEPAN. Donc ça, c'est inattaquable. Donc on a dressé en fait un inventaire. Voilà. Donc là, c'était à l'époque où je travaillais sur un ouvrage de vulgarisation, hypothèses et corrélations entre lesquelles, qui confronte plusieurs cas, comme le célèbre cas de Trost-en-Provence, etc. Donc je dis à la fin aux journalistes, je ne suis pas là pour convaincre, ni apporter la vérité.
comme certains sur le net. C'est ce que je vois. Ils essaient de convaincre, ils essaient d'apporter leur vérité. On n'a pas besoin de prophètes en ufologie. En ufologie, on a besoin des gens qui puissent attirer les autres comme des aimants en ayant un très bon langage. Attirer le témoin, mais attirer aussi les futurs chercheurs, enquêteurs. Sachant qu'en plus, si ce sont des étudiants, c'est peut-être des futurs universitaires, peut-être des futurs scientifiques, des futurs mathématiciens, des futurs professeurs. Allez savoir, vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce que vont devenir ces étudiants. Donc, il faut s'y intéresser, et même un étudiant en sociologie. Si l'étudiant en sociologie veut s'intéresser au phénomène, autant qu'il ait affaire à des gens et à une forme de langage qui puisse être accessible. Voilà. Je ne suis pas là donc pour vous convaincre ni apporter les vérités. Je veux alimenter le débat et faire évoluer les mentalités. Donc faire évoluer les mentalités, c'est quoi? C'est en fait sortir justement de tout ce carcan dont a été enfermé l'ufologie, et donc les ufologues l'ont enfermé aussi. Donc vous savez bien que je reproche quand même quelque part à une part de l'ufologie, et je la reproche d'ailleurs à la web ufologie actuellement sur les réseaux sociaux, sur YouTube en particulier, etc. Je leur reproche ce langage. C'est clair et net. Ça n'a aucun crédit. Ça attire du monde, ça attire des milliers de personnes parce qu'ils ont besoin de fantastique, ils ont besoin d'incroyable, mais ça n'apporte strictement rien du tout aux faits. Et rien du tout dans la manière de communiquer et d'attirer les autres pour qu'ils deviennent des enquêteurs. Voilà. Donc, on va voir, bien sûr, un autre article. Alors, vous allez voir. Alors, voici donc un autre article. Donc, voilà. Donc, l'ufologie n'a rien à voir avec les bonhommes verts qui descendent des soucoupes volantes. Là, c'est clair. C'est un autre article que j'ai fait, donc avec un autre journaliste. Donc, c'était Frédéric Le Terreux, basé au WAB, l'association Ufologie Dynamique, qui recense et passe au crible tous les cas d'observation inexpliqués. Explication avec son fondateur. Donc, comment vous êtes intéressé à l'ufologie? Donc, là, il demande en fait comment je me suis intéressé à l'ufologie, etc. Justement, comment se déroule le classement des phénomènes? Donc, je parle en fait du GEPAN. Voilà, je parle de l'officiel, il faut parler de l'officiel, il faut pas parler de vos travaux personnels, il faut parler de l'officiel. Donc toujours. Donc voilà. Combien de cas ont été recensés dans la région? Je parle par exemple là des cas locaux. Que faire lorsque on trouve une présence d'un phénomène inhabituel? Donc j'explique la méthodologie lorsqu'on a affaire à un phénomène inhabituel. Voilà, aller à la gendarmerie, prendre des photos, essayer de prendre des repères, un maximum de repères pour avoir en fait avoir un maximum d'éléments. Donc aller témoigner, etc. Alors, sur lequel nous avons un rôle scientifique, que les gens puissent un rôle social. Alors voilà, donc en fait c'est ce que je dis. Je dis justement, surtout la nuit. Bon, il arrive aussi que des personnes voient des choses intéressantes et n'en parlent jamais, de peur qu'on ne les croit pas. Alors ça, c'est ce qu'on a remarqué. Mais on a remarqué que, par exemple, là, depuis, j'en avais parlé depuis David Grosch, etc., il y a beaucoup de langues qui se sont déliées, en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a des organismes officiels qui s'y intéressent. Et donc, et d'ailleurs, ça a fait exactement le même effet lorsque le GEPAN avait mis en ligne en fait ses dossiers. Il y avait eu un effet comme ça de rebond où en fait les gens se sentaient rassurés. Oh, bah, moi aussi j'ai vu quelque chose il y a 10 ans, moi aussi j'ai vu quelque chose il y a 3 ans, il y a 4 ans, ou j'ai vu quelque chose il y a 2 semaines, etc. Donc, effectivement, il y a cet effet de rebond. Donc, mais sinon, en dehors de ça, ils en parlent jamais. Donc, la faute, effectivement, à la manière dont les médias aussi ont interprété la chose. Ça, je jette pas aussi, je jette la balle aussi aux médias, je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est eux aussi ont une part de responsabilité. Mais est-ce que quelque part, c'est aussi dans la manière que nous aussi, nous avons communiqué en ufologie depuis 50 années? Donc quelque part il faut aussi se remettre en question, mais ça c'est pas très français de se mettre en question. Enfin bref, donc surtout donc voilà, donc des personnes voient des choses, n'en parlent jamais, de peur qu'on ne les croit pas. C'est aussi la raison pour laquelle nous avons un rôle social, que les gens puissent se confier.
J'en reparle encore du rôle social, le rôle social de l'ufologue, le rôle social de l'enquêteur. Si vous voulez pas être un ufologue, vous êtes un simple enquêteur, etc. Vous prenez, en fait, vous faites une sorte de PV, et puis vous prenez le témoignage. Donc voilà. Quel est l'effet de la science-fiction, notamment des films sur l'ufologie? La science-fiction, la science-fiction n'a pas fait de mal, c'est surtout l'image véhiculée qui a été parfois négative. On assimile trop souvent la science-fiction avec des phénomènes aériens non identifiés. L'ufologie n'a rien à voir avec les bonhommes verts qui descendent des soucoupes volantes. Voilà, ça n'a rien. Voilà, je ne parle pas d'extraterrestres, je ne parle pas de contact, quoi que ce soit. C'est passé, mais alors c'est passé une lettre à la poste. Avez-vous souvent affaire à des cas farfelus? Des cas qu'on appelle absurdes dans notre jargon sont très rares. Ils sont d'ailleurs facilement repérables. Donc voilà, de plus en plus de personnes peuvent maintenant prendre des photos et vidéos. Ça ne devrait pas vous faciliter les tâches. Alors ça c'était par rapport aux photos, pas forcément. Cela peut aussi compliquer dans la mesure où on ne peut pas tout faire avec le numérique. Vérifier des fichiers peut prendre du temps et avoir un coût. D'autant plus que nos moyens financiers sont limités. Alors là, je parle des moyens photos. Je parle des moyens techniques limités parce que souvent on a reproché aux associations, aux ufologues, aux enquêteurs, etc. de ne pas avoir assez d'éléments. Mais le problème, c'est qu'on manque de moyens, tout simplement. On en a discuté encore récemment. On avait discuté en live. On me disait pourquoi ne pas trouver des mécènes. Pourquoi ne pas aller voir des officiels, le conseil régional, etc. Et puis leur dire, voilà, on a besoin d'argent pour faire des enquêtes. Non, mais quand ils vont vous voir arriver, vous allez repartir rapidement, je peux vous le dire. Donc la problématique, c'est c'est un serpent un peu qui se mord la queue, parce qu'on nous demande de la matière, mais le problème, c'est qu'on n'a pas les moyens de faire plus ce qu'on peut faire, récupérer les témoignages, et en plus d'un point de vue local, parce que le vrai témoignage, c'est le témoignage local. Donc il faut quand même se déplacer, ça a un coût, etc. C'est très ingrat faire des enquêtes. J'ai fait pas mal d'enquêtes sur le terrain et c'est très ingrat et ça coûte de l'argent. Ça, je peux vous le dire. Donc voilà pour cet article. On va repasser bien sûr sur un autre article et vous allez voir, pareil, même traitement. Donc c'est le même traitement, c'est la manière donc qu'il faut faire. Alors c'est pas celui-là, on l'a vu. Donc on avait vu celui-là. On va voir celui-là. Alors celui-là, c'est un article web qui avait été où j'avais eu l'occasion de faire une interview sur un article d'un journal local web. Je crois que ce journal local, c'était Actu 76, me semble que c'était Actu 76. Donc j'avais fait un article donc avec un journaliste. Donc comment parler de ces phénomènes sans passer pour un martien? Tiens, alors là ça a commencé comme ça. Notre groupe a un rôle social et informatif. Vous avez vu encore le même langage. Le langage n'a pas changé à chaque article. C'est absolument rodé. C'est-à-dire que vous avez toujours le même langage, la même tenue, le même comportement. Nous allons vers les gens pour recueillir leurs témoignages, mais aussi pour débattre avec eux de ces phénomènes. Nous jouons un rôle de garde-fou pour empêcher toute déviance sectaire et extrapolation. Vous avez vu? Donc on sort l'aspect sensationnel, folklore, et le rôle sectaire aussi. Le rôle sectaire, parce qu'en ufologie, il y a un côté un peu des fois sectaire. Nous privilégions toujours l'approche rationnelle. Voilà. Comment se passe un café ufologique? Alors j'avais mis en place à l'époque des cafés ufologiques, ça se passait dans un café ufologique en Normandie, et j'avais décidé de créer en fait des cafés ufologiques. Pourquoi? Pour intégrer en fait les cafés littéraires. Pourquoi? Parce que je l'avais expliqué, intégrer les cafés littéraires, c'est aller vers une masse plus intellectuelle, sans rejeter obligatoirement les autres, mais aller vers une masse où on peut trouver peut-être de futurs universitaires ou des universitaires. Donc c'est un espace de parole pour des témoins qui souvent hésitent à parler. Les expériences ufologiques peuvent créer un traumatisme. Ufologie dynamique recueille leurs impressions. C'est aussi un lieu de réflexion et d'échange sur les ovnis et toute la culture générée par ces phénomènes inexpliqués. Bien sûr, on parlait un peu de tout ce qu'il y avait autour, sans obligatoirement
sans dire qu'en fait que c'était une vérité. Voilà, pourquoi reprendre cette activité? L'étude des phénomènes aérospatiaux non identifiés a toujours posé problème à la science. Les scientifiques n'ont jamais véritablement pris en compte les témoignages des milliers de témoins. Je considère que j'ai un rôle social, je recommence dans le langage, et je dois aider l'ufologie à sortir de l'ombre. Donc l'ombre, pour moi, l'ombre, qu'est-ce qu'elle était? L'ombre, c'est tout simplement l'étagère ésotérisme dans une boutique qui vend des livres ou sur un site mélangeant fantômes qui mélange créatures du Loch Ness et des ovnis. Voilà, c'est ça. En fait, l'ombre, c'est ça. L'ombre, c'est ce qui est abattu, c'est scories, comme le disait ici hier l'ancien directeur général à l'armement. C'est ces scories qui étouffent en fait l'ufologie, la manière dont on doit appréhender la chose sous le spectre de la société et d'une manière sérieuse. Donc, le journaliste avait écrit « Les grands films de science-fiction comme Independence Day ont tendance à décrédibiliser l'ufologie. » Alors ça, c'est le journaliste qui a écrit ça. J'ai été étonné. L'ufologie est souvent considérée comme une croyance, la marotte de quelques huluberlus. Détrompez-vous. Et c'est le journaliste qui écrit ça. Nous sommes nombreux à penser qu'ufologie rime avec fantaisie. On imagine de suite des soucoupes volantes sillonnant le ciel, des petits hommes verts sortis tout droit d'un film de science-fiction. Pourtant, l'ufologie est un objet de recherche et non de croyance. Mais vous vous rendez compte, l'article? Et je me souviens des gens qui avaient répondu à l'article de Actu 76 qui était en dessous. Ils disaient, mais il y a longtemps qu'on a lu un article pareil. C'est bravo. Les gens, ils félicitaient cet article d'Actu 76. Et certains m'avaient envoyé vraiment des messages de sympathie en me disant, mais vraiment, c'est l'approche qu'on attendait. C'est cette approche-là. Voilà, on nous prend plus pour des huluberlus, tout simplement. Et non une croyance. L'État finance même le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux identifiés GEPAN, structure attachée au Centre national d'études spatiales. 20% des phénomènes restent inexpliqués. C'était à l'époque des 20%. Donc voilà pour l'article donc d'Actu 76 que j'avais fait. Personnellement, regardez ces 4 articles et encore, vous n'avez pas tout vu parce que si vous reprenez cet article, donc je vais voilà, si vous reprenez cet article, il y a en fait là 2 grandes pages normalement qui sont ici, là en bas avec le groupe Ufologie Dynamique. D'ailleurs, on voyait un des anciens collaborateurs d'Ufologie Dynamique ici. Donc ça, et là on voit Jean-Charles Duboc, on voit un gendarme, etc. Mais l'article il est superbe. Alors je le mettrai, je vais le récupérer dans mes cartons, ce qui est dans mes cartons, et je vous le posterai en PDF si vous voulez voir l'article, un article local. Voilà la manière dont on traite en fait la chose, et je ne l'avais pas en fait en plus grand parce que il est dans les cartons, il faut que je le prenne en photo, etc. et que je le transforme en PDF. Donc je ne l'avais pas, j'aurais pu le présenter aussi dans cette vidéo. Et cet article, il est absolument excellent. Franchement, il est excellent aussi. C'est vraiment un article référent en termes de communication. Il n'y a rien qui est vu sous l'angle de l'irrationnel, du folklore. Tout est balayé. Toute la croyance est balayée. Nous sommes vraiment dans le cadre de la relation ufologie et société, voire science et société. Là, c'est vraiment le rôle démocratique, et là, c'est un rôle en fait où on peut vraiment s'ouvrir vers l'extérieur et bien sûr, donc sensibiliser le citoyen sur la question. Voilà pour cette vidéo. Je voulais absolument de toute façon vous présenter quelques articles que j'ai fait. Ce n'est pas encore tous les articles que j'ai fait parce qu'il y en a, j'ai tout un carton en fait d'articles de journaux que j'ai fait avec différents journalistes, etc. J'ai fait 2 télévisions, mais il faut que je retrouve les rushs de télévision que j'ai fait sur FR3, et puis je vous montrerai justement ces rushs. La manière aussi que je communique sur un plateau, et vous allez voir, c'est vraiment rodé, c'est cadré. Donc voilà, j'essaie de pas d'apporter, il y a aucune vérité. C'est la manière dont on devrait normalement logiquement communiquer. Malheureusement, ça ne se fait pas. Lorsqu'on fait de la web ufologie, lorsqu'on va à la ufologie, ça ne se fait pas, ou alors très peu par des personnes qui sont vraiment les plus pragmatiques possibles.
Malheureusement, lorsque vous allez en société, c'est difficile que les gens ne passent pas un moment par l'irrationnel, par le folklore, etc. Mais enfin, cette manière de communiquer, en tout cas, a toujours été rassurante. Elle a toujours attiré les témoins, ça c'est un fait. Et elle a toujours intrigué les journalistes de manière à ce qu'ils fassent des articles en fait sérieux sur la question. Donc voilà donc pour cette petite vidéo sur la communication. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à me contacter bien sûr si vous voulez des articles locaux, etc. Je serai prêt bien sûr à vous en donner. Allez, ciao, bye.